Bonjour, une nouvelle de Sherlock Holmes, la Ligue des rouquins. Un jour de l'automne dernier, j'étais venu voir mon ami monsieur Sherlock Holmes et l'avais trouvé en grande conversation avec un gentleman d'un certain âge, très corpulent, au visage rubicond et aux cheveux d'un roux flamboyant. Tout en m'excusant de mon intrusion, j'étais sur le point de me retirer lorsque Holmes me tira brusquement dans la pièce et referma la porte derrière moi. Vous n'auriez pu venir à un meilleur moment, mon cher Watson, dit-il cordialement. J'avais peur que vous ne soyez occupé. Je le suis, et beaucoup. Alors je vous attendrai dans la pièce à côté. Pas du tout. Monsieur Wilson, le gentleman que voici, a été mon partenaire et m'a aidé dans bien des affaires que j'ai réussi à résoudre, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il me sera de la plus grande utilité dans la vôtre également. Le gentleman corpulent se souleva à moitié de son fauteuil et s'inclina légèrement pour me saluer, en lançant un bref regard interrogateur de ses petits yeux ourlés de plis de graisse. Installez-vous dans le canapé, dit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil et en joignant l'extrémité de ses doigts, comme il avait l'habitude de le faire lorsqu'il exerçait ses facultés critiques. Je sais, mon cher Watson, que vous partagez mon amour pour tout ce qui est bizarre et hors des conventions ou de la banalité de la routine quotidienne. Vous avez montré votre goût pour ces choses par l'enthousiasme qui vous a poussé à tenir la chronique et, si vous me le permettez, à embellir quelque peu tant de mes petites aventures. Vos affaires m'ont en effet toujours beaucoup intéressé, observai-je. Vous vous souviendrez que je remarquai l'autre jour, juste avant que nous nous engagions dans le très simple problème soumis par mademoiselle Mary Sutherland, que pour ce qui était des situations étranges et des enchaînements extraordinaires, il fallait s'en remettre à la vie elle-même, qui est toujours beaucoup plus audacieuse que n'importe quel effort de l'imagination. Une affirmation que je me suis permis de mettre en doute. C'est vrai, docteur, et pourtant il faut vous ranger à mon point de vue, sinon j'accumulerai les preuves devant vous jusqu'à ce que votre raison vacille et que vous admettiez que j'ai raison. Bien. Monsieur Jabez Wilson, ici présent, a été assez bon pour venir me voir ce matin et me livrer un récit qui promet d'être l'un des plus étonnants dont j'ai eu connaissance depuis longtemps. Vous m'avez entendu dire que les choses les plus singulières, les plus exceptionnelles sont souvent reliées non aux crimes importants, mais aux plus petits d'entre eux, et parfois même à des situations où l'on peut se demander si un crime a effectivement été commis. D'après ce que j'ai entendu, il m'est impossible de dire si la présente affaire révèle ou non du délit, mais le cours des événements figure certainement parmi les plus singuliers qu'il m'a été donné d'écouter. Peut-être, monsieur Wilson, auriez-vous l'immense obligeance de recommencer votre récit. Je vous le demande car non seulement mon ami le docteur Watson n'en a pas entendu le début, mais aussi parce que la nature particulière de l'histoire me rend très désireux d'obtenir tous les détails possibles de votre propre bouche. En règle générale, lorsque j'ai reçu une quelconque indication sur le cours des événements, je suis en mesure de me repérer parmi les milliers de cas similaires qui me viennent en mémoire. Dans le cas présent, je me dois d'admettre que les faits sont, pour autant que je sache, uniques. Le client corpulent gonfla le torse, visiblement assez fier, et tira un journal sale et fripé de la poche intérieure de son pardessus. Tandis qu'il regardait au bas de la colonne des petites annonces, la tête penchée en avant sur le journal étalé sur ses genoux, j'observais l'homme attentivement et entrepris, comme le faisait mon compagnon, de lire les indications qui pourraient être déduites de sa mise ou de son allure. Je n'obtins cependant que peu de choses de cette inspection. Notre visiteur arborait toutes les caractéristiques du commerçant britannique ordinaire. Obèse, pontifiant et lent d'esprit. Il portait un pantalon gris à carreaux noirs et blancs assez ample, une redingote pas très nette déboutonnée sur le devant, et un gilet terne avec une grosse chaîne cuivrée et un carré de métal percé qui se balançait au bout. Un chapeau haut de forme usé et un pardessus marron élimé avec un col en velours tout fripé étaient posés sur une chaise à côté de lui. En somme, et en l'ayant bien regardé, il n'y avait rien d'extraordinaire chez cet homme, si ce n'est sa tête d'un rouge flamboyant et l'expression de colère et d'agacement extrême sur ses traits. L'œil vif de Sherlock Holmes surprit mon manège, et il secoua la tête en souriant lorsqu'il croisa mon regard inquisiteur.
En dehors du constat manifeste qu'il a à un moment donné exercé une profession manuelle, qu'il prise du tabac, qu'il est franc-maçon, qu'il est allé en Chine et qu'il a énormément écrit ces derniers temps, je ne peux rien déduire d'autre. Monsieur Jabez Wilson tressaillit sur son fauteuil, l'index posé sur le journal, mais les yeux braqués sur mon camarade. « Comment diable savez-vous cela, monsieur Holmes ? Demanda-t-il. « Comment savez-vous, par exemple, que j'avais exercé un métier manuel ? C'est aussi vrai que parole d'évangile, j'ai débuté comme charpentier de marine. » « Vos mains, mon cher monsieur. Votre main droite a bien une taille de plus que la gauche. Vous avez travaillé avec, et les muscles en sont plus développés. Et le tabac à priser alors, et la franc-maçonnerie. Je n'insulterai pas votre intelligence en vous disant comment j'ai observé cela, d'autant plus que, contrairement aux règles strictes qui sont celles de votre ordre, vous portez une épingle à cravate avec une équerre et un compas. Ah, bien sûr, j'avais oublié cela. Mais pour l'écriture, qu'est-ce que peut bien indiquer d'autre une manchette de droite si brillante sur 12 centimètres et celle de gauche légèrement usée près du coude, à l'endroit où vous l'appuyez sur le bureau? Bien, mais la Chine. Le poisson tatoué que vous avez juste au-dessus du poignet droit n'a pu être fait qu'en Chine. J'ai quelque peu étudié les tatouages et ai même contribué à la littérature sur le sujet. Cette façon de colorer les écailles du poisson d'un rose délicat est tout à fait spécifique à la Chine. Lorsque, en plus, je vois une pièce chinoise pendre à votre chaîne de montre, le problème devient encore plus simple. Monsieur Jabez Wilson rit de bon cœur. Alors ça, par exemple, dit-il, j'ai d'abord cru que vous aviez fait preuve d'ingéniosité, mais je constate qu'il n'y avait à cela rien d'extraordinaire. Je commence à penser, Watson, dit Holmes, que je commets une erreur en expliquant Omne ignotum pro magnifico. Vous savez, et ma pauvre petite réputation actuelle va finir par sombrer si je demeure à ce point naïf. Vous ne trouvez pas l'annonce, monsieur Wilson? Si, je l'ai, répondit-il, son doigt épais et rouge pointé au milieu de la colonne. La voici. C'est comme cela que tout a commencé. Lisez-la vous-même, monsieur. Je lui pris le journal et lus ce qui suit. À la Ligue des rouquins. En considération du legs de feu Ezekiah Hopkins de Lebanon, Pennsylvanie, États-Unis, il y a de nouveau un poste à pourvoir offrant à un membre de la Ligue un salaire de 4 livres par semaine pour un travail purement symbolique. Présentez-vous en personne ce lundi à 11 heures auprès de Duncan Ross au bureau de la Ligue au 7 Pops Court, Fleet Street. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, éructai-je après avoir lu par 2 fois cette annonce extraordinaire. Holmes gloussa et se trémoussa sur sa chaise, comme à son habitude lorsqu'il était content. Voilà qui sort un peu des sentiers battus, n'est-ce pas, dit-il. Et maintenant, monsieur, allez-y, racontez-nous tout depuis le début à propos de vous, de votre foyer et les conséquences qu'a eues cette annonce sur votre vie. Vous allez d'abord, docteur, noter les références et la date du journal. Il s'agit du Morning Chronicle du 27 avril 1890, il y a tout juste 2 mois. Très bien. Alors, monsieur Wilson. Eh bien, c'est comme je vous l'ai dit, monsieur Holmes, dit Jabez Wilson en s'épongeant le front. Je possède une petite affaire de prêteur sur gage sur Coburg Square, près de la City. Ce n'est pas une grande entreprise, et ces dernières années, elle m'a tout juste rapporté de quoi vivre. J'ai pu, à un certain moment, me permettre d'avoir 2 assistants, mais je n'en ai plus qu'un, et j'aurais bien du mal à le payer s'il ne consentait à venir travailler pour la moitié du salaire, dans le but d'apprendre le métier. « Quel est le nom de ce jeune homme si obligeant » demanda Sherlock Holmes. « Il s'appelle Vincent Spaulding, et il n'est pas aussi jeune que ça d'ailleurs. Il est difficile de lui donner un âge. Je ne pourrais rêver meilleur assistant, monsieur Holmes, et je suis tout à fait conscient qu'il pourrait améliorer sa situation et gagner le double de ce que je lui donne. Mais après tout, s'il est content, pourquoi irais-je lui mettre des idées en tête? Pourquoi en effet? Vous êtes bien heureux d'avoir un employé qui accepte moins que les tarifs du marché. Peu d'employeurs peuvent en dire autant de nos jours. Et il me semble que votre assistant est aussi remarquable que votre petite annonce. Oh, il a aussi ses défauts, dit M. Wilson. Personne n'est aussi entiché de photographie que lui. Il passe son temps à photographier un peu partout alors qu'il devrait élever son esprit, puis il plonge à la cave comme un lapin dans son terrier pour développer ses vues. C'est là son principal travers, mais dans l'ensemble, c'est un bon employé. Il n'y a pas de vie sans lui.
Il vit toujours avec vous, je présume? Oui, monsieur, lui et une jeune fille de 14 ans qui fait un peu de cuisine simple et maintient la maison propre. Voilà toute ma maisonnée, car je suis veuf et n'ai jamais eu de famille. Nous menons une vie tranquille, monsieur, à nous trois. Nous avons un toit au-dessus de la tête et nous honorons nos factures, faute d'autre chose. La première chose qui nous fait bouger, c'est cette petite annonce. Spaulding est arrivé dans le bureau, cela fait tout juste 2 mois aujourd'hui, avec ce même journal dans les mains, et il a dit: Si seulement Dieu m'avait fait rouquin, monsieur Wilson. Pourquoi cela, demandai-je. Pourquoi, dit-il? Parce qu'il y a un nouveau poste vacant à la Ligue des rouquins. Cela rapportera une jolie petite fortune à celui qui l'obtiendra, et je crois savoir qu'il y a plus de postes que de candidats, ce qui fait que les administrateurs ne savent plus quoi faire de l'argent. Si seulement mes cheveux voulaient bien changer de couleur, voilà une jolie petite niche dans laquelle je me verrais bien. Et alors, de quoi s'agit-il, lui demandai-je. Vous voyez, monsieur Holmes, je suis un homme très casanier, et comme le travail vient à moi plutôt que le contraire, je restais souvent des semaines sans mettre le pied dehors. De ce fait, je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait à l'extérieur, et j'étais toujours ravi d'avoir des nouvelles. Avez-vous jamais entendu parler de la Ligue des rouquins, me demanda-t-il les yeux écarquillés. Jamais. Tiens, je me demande pourquoi, étant donné que vous possédez les qualités requises pour obtenir un poste. Et qu'est-ce que ça rapporte? Tout simplement 200 billets par an, mais il y a très peu de travail, et cela n'empêche pas vraiment de poursuivre d'autres activités. Bon, vous pouvez facilement comprendre que mon oreille se soit dressée, car les affaires ne sont pas très bonnes depuis quelques années, et 200 livres de plus auraient été les bienvenus. Expliquez-moi de quoi il s'agit, dis-je. Eh bien, dit-il en me montrant l'annonce, vous pouvez voir par vous-même que la Ligue a un poste libre, et voici l'adresse où vous devez vous présenter pour les détails. De ce que j'ai compris, la Ligue a été créée par un millionnaire américain, Ezekiah Hopkins, qui avait des manies très originales. Il était lui-même rouquin et avait une grande sympathie pour tous les rouquins. Par conséquent, lorsqu'il est mort, on a découvert qu'il avait laissé son immense fortune entre les mains d'administrateurs avec comme instruction d'utiliser les intérêts pour créer des emplois confortables en faveur de ceux qui possèdent les cheveux de cette couleur. D'après tout ce que j'entends dire, le salaire est excellent et il y a très peu à faire. Mais, dis-je, des millions de rouquins vont se présenter. Pas autant que vous semblez le penser, répondit-il. Voyez-vous, c'est réservé aux Londoniens et aux hommes adultes. Cet Américain a démarré à Londres lorsqu'il était jeune, et il voulait faire quelque chose de bien pour cette bonne vieille cité londonienne. Et de plus, j'ai entendu dire qu'il n'est pas utile de postuler si vos cheveux sont roux clairs ou roux sombres, ou quoi que ce soit d'autre qu'un roux authentique, vif et flamboyant. Voilà, si vous vous donniez la peine de postuler, monsieur Wilson, vous y entreriez aussitôt, mais peut-être que cela ne vaut pas la peine de se donner du mal pour quelques centaines de livres. Bon, c'est un fait, messieurs. Comme vous pouvez le constater que mes cheveux sont d'une couleur franche et vive, alors il me sembla que s'il y avait un concours en la matière, je possédais autant de chances que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Vincent Spaulding semblait en savoir tellement long sur le sujet que je crus qu'il pourrait m'être utile. Alors je lui ai demandé d'abaisser le rideau pour la journée et de m'accompagner sur le champ. Il était tout à fait disposé à prendre un peu de vacances, alors nous avons fermé boutique et nous nous sommes mis en route vers le lieu de l'annonce. Je ne pense pas jamais revoir une telle scène, monsieur Holmes. Du nord au sud, d'est en ouest, tous les hommes dont la chevelure possédait un soupçon de roux se sont traînés à travers la ville pour répondre à l'annonce. Fleet Street était remplie de types roux, et Pop's Court ressemblait à une charrette de marchands de 4 saisons pleine d'oranges. Cette simple annonce en a amené ici plus que je n'aurais cru qu'il y en avait dans tout le pays. Il recouvrait toutes les nuances, paille, citron, orange, brique, setter irlandais, foie, argile, mais comme l'avait prédit Spaulding, peu d'entre eux présentaient une teinte vraiment vive. Quand je vis le nombre de personnes qui attendaient, je fus sur le point d'abandonner, désespéré, mais Spaulding ne voulait pas en entendre parler. Comment il fit, je n'osais même pas l'imaginer. Il poussa, tira, rua jusqu'à me faire traverser la foule, tout droit en direction des marches qui menaient au bureau. La circulation allait dans les deux sens, certains montaient, pleins d'espoir, et d'autres descendaient, l'air abattu. Mais nous nous faufilâmes jusqu'à nous retrouver assez rapidement à l'intérieur du bureau.
Votre aventure a dû être très amusante, remarqua Holmes, tandis que son client s'arrêtait pour se rafraîchir la mémoire d'une large pincée de tabac à priser. Continuez, s'il vous plaît, ce récit passionnant. Le bureau était vide, à l'exception de 2 chaises et d'une table en bois blanc, derrière laquelle était assis un petit homme dont la tête était encore plus rousse que la mienne. Il disait quelques mots à chacun des candidats qui se présentaient, et il se débrouillait pour leur trouver des défauts qui les éliminaient. Obtenir le poste vacant ne semblait donc, en fin de compte, pas si facile. Néanmoins, quand arriva notre tour, le petit homme me fut beaucoup plus favorable qu'à tous les autres, et il ferma la porte lorsque nous entrâmes, pour échanger quelques mots en privé avec nous. Voici monsieur Jabez Wilson, dit mon assistant, qui est tout à fait disposé à remplir l'une des places vacantes au sein de la Ligue. Et il conviendrait admirablement, répondit l'autre. Il a toutes les qualités requises. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose d'aussi admirable. Il recula d'un pas, pencha la tête d'un côté, et scruta mes cheveux jusqu'à me mettre mal à l'aise. Puis soudainement, il se précipita pour me serrer la main et me féliciter chaleureusement de mon succès. Ce serait une injustice que d'hésiter, dit-il. Cependant, je suis sûr que vous m'excuserez de prendre un minimum de précaution. Sur ces mots, il me saisit les cheveux à 2 mains et les tira jusqu'à me faire hurler de douleur. Vous avez les larmes aux yeux, dit-il en me relâchant. Je constate que tout est conforme, mais nous devons être prudents, car nous avons été abusés 2 fois par une perruque et 1 fois par de la teinture. Je pourrais vous raconter des histoires de cire de cordonnier à vous dégoûter du genre humain. Il fit un pas vers la fenêtre et cria de sa voix la plus forte que le poste vacant avait été attribué. Un grognement de déception nous parvint d'en bas, et les gens partirent tous dans différentes directions, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule tête de rouquin à l'horizon en dehors de la mienne et de celle de l'administrateur. Je m'appelle Duncan Ross, et je suis moi-même l'un des bénéficiaires de la fondation créée par notre noble bienfaiteur. Êtes-vous marié, monsieur Wilson? Avez-vous une famille? Je répondis que non. Son visage s'assombrit instantanément. Mon Dieu, dit-il avec solennité, voilà qui est très grave. Je suis très ennuyé de vous entendre dire ça. Le fonds est destiné, bien évidemment, à contribuer à aider les rouquins à se propager tout autant qu'à les préserver. Il est extrêmement infortuné que vous soyez célibataire. Mon visage s'allongea à ces mots, monsieur Holmes, car je pensais que je n'allais finalement pas avoir le poste. Mais après y avoir réfléchi durant quelques minutes, il déclara que tout irait bien. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, dit-il, l'objection aurait été fatale, mais nous devons être indulgents avec quelqu'un qui a une chevelure comme la vôtre. Quand serez-vous en mesure d'entrer dans vos nouvelles fonctions? C'est-à-dire que c'est un peu délicat, car j'ai déjà ma propre affaire. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Wilson, dit Vincent Spaulding. Je devrais être en mesure de m'en charger à votre place. Quels seraient les horaires? Demandai-je. De 10 à 14 heures. Vous devez savoir, monsieur Holmes, que l'activité d'un prêteur sur gage se concentre surtout en soirée, en particulier, les jeudis et vendredis soirs, c'est-à-dire juste avant le jour de paie. Donc cela me convenait parfaitement de gagner un peu d'argent le matin. Par ailleurs, je savais que mon assistant était quelqu'un de bien et qu'il s'occuperait de tout. Cela me conviendrait très bien, dis-je. Et le salaire? Il est de 4 livres par semaine. Quant au travail, il est purement symbolique. Qu'appelez-vous purement symbolique? Eh bien, il faut que vous soyez dans les bureaux, ou tout au moins dans l'immeuble, pendant tout ce temps. Si vous les quittez, vous perdez définitivement la situation. Le testament est très clair sur ce point. Vous ne remplissez plus les conditions si vous sortez du bureau durant cet intervalle. Il ne s'agit que de 4 heures par jour. Peu de chances que je songe à m'absenter, dis-je. Aucune excuse ne sera acceptée, dit M. Duncan Ross, ni pour maladie, ni pour affaires, ni quoi que ce soit d'autre. Vous restez ici ou vous perdez votre place. Et le travail? Il s'agit de recopier l'Encyclopædia Britannica. Le premier volume se trouve dans cette armoire. Vous devrez vous procurer encre, plumes et buvard, mais vous nous fournissons cette table et cette chaise. Pouvez-vous être prêt demain? Certainement, répondis-je. Alors au revoir, monsieur Jabez Wilson, et laissez-moi encore vous féliciter pour le poste important que vous avez eu la chance d'obtenir. Tout en s'inclinant, il me raccompagna à la porte, et je rentrai chez moi avec mon assistant,
ne sachant plus trop quoi dire ou faire tellement j'étais content de ma bonne fortune. J'ai réfléchi à la question toute la journée, et le soir venu, je n'avais à nouveau plus le moral, car j'étais à peu près convaincu que toute cette affaire ne devait être qu'un vaste canular ou une escroquerie, bien que je ne pusse concevoir le but. Que quelqu'un puisse rédiger un testament semblable, ou offrir une telle somme pour faire quelque chose d'aussi trivial que recopier l'Encyclopædia Britannica, me paraissait défier l'imagination. Vincent Spaulding fit ce qu'il put pour me redonner de l'espoir, mais au moment d'aller me coucher, j'étais décidé à tout laisser tomber. Néanmoins, au matin, je décidai d'y aller jeter un œil malgré tout, donc j'achetai une petite bouteille d'encre, pris une plume d'oie et 7 feuilles de papier ministre, puis me mis en route pour Pops Court. Je fus tout aussi surpris qu'heureux de constater que tout se présentait au mieux. La table était installée pour moi, et M. Duncan Ross était là pour vérifier que je me mette bien au travail. Il me fit commencer à la lettre A, puis me laissa, mais il passait de temps en temps pour voir si tout allait bien. À 2 heures, il me souhaita une bonne journée, me félicita pour la quantité de textes que j'avais écrites, et verrouilla la porte du bureau derrière moi. Et ainsi de suite, jour après jour, monsieur Holmes, et le samedi, le gérant entra et me planta dans la main 4 souverains d'or pour ma semaine de travail. Même chose la semaine suivante, et la semaine d'après. J'étais présent tous les matins à 10 heures et tous les après-midi, je m'en allais à 2 heures. Petit à petit, M. Duncan Ross prit l'habitude de ne passer qu'une seule fois le matin, et au bout d'un certain temps, il ne vint plus du tout. Mais bien sûr, je ne songeais pas un instant à quitter la pièce, car je ne savais pas quand il pouvait apparaître, et la place était si bonne, elle me convenait tellement bien, que je n'aurais pas pris le risque de la perdre. 8 semaines s'écoulèrent ainsi, et j'avais écrit sur les abbés, les arcs, les armures, l'architecture et l'attique, et espérais être assez assidu pour atteindre bientôt les baies. Cela m'a coûté des sous en papier, et j'avais pratiquement rempli une étagère avec mes écrits. Et soudain toute l'histoire s'est arrêtée. L'histoire s'est arrêtée? Oui, monsieur, et pas plus tard que ce matin. Je me suis rendu au travail à 10 heures comme d'habitude, mais le bureau était fermé, avec un petit écriteau en carton punaisé au milieu de la porte. Le voici, vous pouvez le lire vous-même. Il tendit un petit morceau de carton blanc de la taille d'une feuille de bloc-notes. On pouvait y lire ceci. La Ligue des Rouquins est dissoute, le 9 octobre 1890. Sherlock Holmes et moi-même examinâmes ce court avis ainsi que le visage contrit qui se tenait derrière, jusqu'au moment où l'aspect comique de cette affaire l'emporta sur toute autre considération, et nous partîmes tous deux dans un grand éclat de rire. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de si drôle, s'écria notre client, rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants. Si vous ne pouvez rien faire de mieux que de rire à mes dépens, je peux aller voir ailleurs. Non, non, s'écria Holmes en le repoussant dans le fauteuil qu'il avait à moitié quitté. Pour rien au monde je ne passerai à côté de votre affaire. Elle a un caractère rafraîchissant et tout à fait inhabituel. Mais elle est pour le moins cocasse, si vous me permettez. Qu'avez-vous donc fait après avoir trouvé l'écriteau sur la porte? J'étais stupéfait, monsieur, je ne savais pas quoi faire. Alors je suis allé voir les bureaux qui étaient à côté, mais personne ne semblait être au courant. Finalement, je suis allé voir le propriétaire, un comptable qui vit au rez-de-chaussée, et lui ai demandé s'il pouvait me dire ce qu'il était advenu de la Ligue des Rouquins. Il dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un tel organisme. Puis je lui ai demandé qui était M. Duncan Ross. Il me répondit que son nom lui était inconnu. Vous savez, le gentleman du bureau numéro 4. Quoi, le rouquin? Oui. Oh, dit-il, son nom est William Morris, c'est un avocat, et il utilisait ce bureau en attendant que ses nouveaux locaux soient prêts. Il a déménagé hier. Où pourrais-je le trouver? Dans ses nouveaux bureaux. Il m'a donné l'adresse. Oui, c'est au 17 King Edward Street, près de la cathédrale Saint-Paul. Je me mis en route, monsieur Holmes, mais lorsque j'arrivai à cette adresse, je tombai sur une fabrique de rotules artificielles, et personne là-bas n'avait jamais entendu parler de monsieur William Morris ou de monsieur Duncan Ross. Et qu'avez-vous fait alors? Demanda Holmes. Je suis rentré chez moi à Saxe-Coburg Square, et j'ai consulté mon assistant. Mais il fut impuissant à m'aider. Il me dit seulement que si j'attendais, je recevrais probablement des nouvelles par courrier.
Mais cela ne me convenait pas, monsieur Holmes. Je n'envisageais pas de perdre une telle place sans me battre. Et donc, comme j'ai entendu dire que vous étiez assez bon pour donner votre avis à des pauvres gens qui en avaient besoin, je suis venu tout droit chez vous. Et vous avez été sage, dit Holmes. Votre affaire est tout à fait remarquable, et je serais heureux de m'en occuper. De ce que vous m'en avez dit, il est possible qu'elle recouvre des enjeux plus graves que ceux qui apparaissent à première vue. Qui sont déjà assez graves, dit M. Jabber Wilson. J'ai quand même perdu 4 livres par semaine. En ce qui vous concerne personnellement, remarqua Holmes, je ne vois pas que vous ayez motif de vous plaindre de cette ligue hors du commun. Au contraire, vous êtes, comme je l'ai compris, plus riche de quelques 30 livres, sans parler de la connaissance précise que vous avez acquise de tous les sujets, commençant par la lettre A. On ne vous a rien fait perdre. Non, monsieur, mais je veux découvrir la vérité sur eux. Qui ils sont, et quelle était la raison pour laquelle ils ont monté cette farce à mes dépens, si farce il y a. C'est une plaisanterie onéreuse, car elle leur a coûté 32 livres. Nous allons essayer d'éclaircir ces points pour vous, mais tout d'abord, une ou deux questions, monsieur Wilson. Cet assistant que vous avez et qui a attiré votre attention sur cette petite annonce, depuis combien de temps était-il à votre service? Cela faisait à peu près 1 mois. Comment est-il arrivé? En réponse à une annonce. Était-il le seul postulant? Non, j'en ai reçu une douzaine. Pourquoi l'avez-vous choisi? Parce qu'il était capable et ne me coûterait pas cher. Moitié moins, en fait. Oui. Comment est-il, ce Vincent Spaulding? Petit, robuste, toujours en mouvement, visage imberbe bien qu'il ne soit pas loin de la trentaine. Il a une marque de brûlure d'acide sur le front. Holmes se redressa dans son fauteuil, tout excité. C'est ce que je pensais, dit-il. Avez-vous jamais remarqué s'il avait les oreilles percées? Oui, monsieur, il m'a dit qu'un gitan le lui avait fait lorsqu'il était gosse. Dit Holmes en s'enfonçant dans le fauteuil, absorbé dans ses pensées. Il travaille toujours pour vous? Oh oui, monsieur, je viens de le quitter. Et il s'est bien occupé de vos affaires pendant votre absence? Rien à dire, monsieur. Il n'y a jamais beaucoup à faire le matin. Cela ira, monsieur Wilson. Je serai heureux de pouvoir vous donner mon opinion sur le sujet d'ici 1 jour ou 2. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et j'espère que lundi, nous pourrons y apporter une conclusion. Bon, Watson, reprit Holmes lorsque notre visiteur nous eut quittés, qu'est-ce que vous dites de tout cela? Je n'en dis rien, répondis-je franchement. C'est une affaire des plus mystérieuses. En règle générale, plus une chose semble bizarre, et moins elle s'avère mystérieuse en définitive. Ce sont les délits banals, ordinaires, qui sont les plus déroutants, tout comme un visage ordinaire est très difficile à identifier. Mais je dois être prompte dans cette affaire. Qu'allez-vous donc faire? Demandai-je. Fumer, répondit-il. C'est un problème à 3 pipes, et je vous prie de ne pas me parler durant 50 minutes. Il se recroquevilla dans son fauteuil, les genoux ramassés sous son nez busqué, et resta assis dans cette position, les yeux fermés, et la pipe en terre noire dépassant comme le bec de quelque oiseau étrange. J'en étais venu à penser qu'il s'était endormi, et j'étais en fait en train de somnoler moi-même, quand il jaillit soudain de son fauteuil avec l'air de celui qui sait désormais à quoi s'en tenir, puis il posa sa pipe sur le manteau de la cheminée. Sarrazade joue à St. James Hall cet après-midi, dit-il. Qu'en dites-vous, Watson? Vos patients peuvent-ils se passer de vous durant quelques heures? Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ma clientèle n'est jamais très accaparante. Alors mettez votre chapeau et venez. Je passe d'abord par la City, et nous pourrons déjeuner en chemin. Je constate qu'il y a surtout de la musique allemande au programme, ce qui est plus à mon goût que la musique italienne ou française. Elle est introspective et j'ai besoin d'introspection. Venez. Nous prîmes le métro jusqu'à Aldersgate et une courte marche nous mena jusqu'à Six Coburt Square, là où s'était déroulée l'étrange histoire que nous avions entendue le matin. L'endroit était petit et exigu, à la fois pauvre et digne. 4 rangées de maisons en briques miteuses à 2 étages se faisaient face à l'intérieur d'une clôture, et la pelouse grasse, avec ses quelques massifs de lauriers, luttait péniblement contre l'atmosphère enfumée et malsaine. Sur l'une des maisons d'angle, 3 boules dorées et un panneau marron où il était écrit « Jabez Wilson » en lettres blanches indiquaient l'endroit où notre client roux menait ses affaires. Sherlock Holmes se planta devant,
la tête sur le côté, et la regarda sous toutes les coutures, les yeux brillants entre ses paupières plissées. Puis il remonta lentement la rue et la redescendit jusqu'au coin, observant toujours attentivement les maisons. Finalement, il retourna vers celle du prêteur sur gage et, après avoir donné 2 ou 3 coups vigoureux de canne sur le trottoir, il alla jusqu'à la porte et toqua. Elle fut aussitôt ouverte par un jeune homme vif, rasé de près, qui lui proposa d'entrer. « Merci, dit Holmes. Je voulais juste vous demander comment aller d'ici jusqu'au stand. »« Troisième à droite, puis quatrième à gauche, répondit promptement l'assistant avant de fermer la porte. C'est un type très intelligent, observa Holmes alors que nous nous éloignions. Il est, selon moi, le quatrième homme le plus intelligent à Londres, et pour ce qui est de l'audace, je me demande s'il ne peut pas prétendre à la troisième place. J'ai déjà eu affaire à lui. Évidemment, dis-je, l'assistant de M. Wilson est très impliqué dans cette mystérieuse Ligue des rouquins. Je suis sûr que vous êtes surtout venu enquêter ici principalement pour le voir. Pas lui. Quoi donc alors? Les genoux de son pantalon. Et qu'avez-vous vu? Ce que je m'attendais à voir. Pourquoi avez-vous cogné sur le trottoir? Mon cher docteur, c'est le moment d'observer, pas de parler. Nous sommes des espions en pays ennemi. Nous savons quelque chose à propos de Seix Coburg Square. Explorons maintenant les passages qui se trouvent derrière. Seix Coburg Square se trouvait un peu en retrait, et la rue dans laquelle nous nous retrouvâmes après avoir passé le coin offrait un contraste aussi grand qu'une peinture et son envers. C'était l'une des principales artères traversant la City entre le nord et l'ouest. La chaussée était encombrée par un immense flot de circulation dans les deux sens, tandis que les trottoirs étaient noirs de monde. Il était difficile de croire, en regardant cet alignement de boutiques raffinées et de somptueux locaux commerciaux, qu'ils étaient adossés au pâté de maisons défraîchies et confinées que nous venions de quitter. « Attendez un peu, dit Holmes en regardant l'alignement depuis l'angle de la rue. J'aimerais juste mémoriser l'ordre des maisons dans la rue. C'est l'un de mes passe-temps que d'acquérir une connaissance exacte de Londres. Il y a Mortimer, le débitant de tabac, le petit marchand de journaux, la succursale de la City and Suburban Bank, le restaurant végétarien et le dépôt de la compagnie de fiacres de Macfarlane. Cela nous amène jusqu'au bloc suivant. Docteur, nous avons fait notre travail, par conséquent il est temps que nous nous amusions. Un sandwich et une tasse de café, puis en route pour le royaume du violon, où tout n'est que douceur, délicatesse et harmonie, et sans clients rouquins pour nous contrarier avec leurs énigmes. Mon ami était un passionné de musique, étant lui-même un interprète très honnête, doublé d'un compositeur plus doué que la moyenne. Il resta tout l'après-midi assis à l'orchestre, baignant dans le bonheur le plus parfait, agitant lentement ses longs doigts fins en suivant la mesure. Son visage légèrement souriant et son regard languissant et rêveur étaient aussi éloignés que possible de ceux de Holmes le limier, Holmes l'implacable et infatigable expert criminel à l'esprit si vif. Sa personnalité singulière était tour à tour dominée par l'une des facettes de cette dualité, et son extrême précision ainsi que sa perspicacité constituaient, comme je l'ai souvent pensé, une réaction contre l'état d'esprit rêveur et contemplatif qui prédominait parfois chez lui. Ces changements d'humeur le faisaient passer d'un état de langueur extrême à une activité débordante. Et je savais bien qu'il n'était jamais si extraordinaire que lorsqu'il était resté des jours durant à paresser dans son fauteuil, au milieu de ses improvisations et de ses éditions anciennes. C'est là que survenait soudain chez lui le désir de partir en chasse, et que ses brillantes facultés de raisonnement allaient montrer leur pouvoir d'intuition au point que ceux qui n'étaient pas accoutumés à ces méthodes se mettent à le regarder avec suspicion, comme un homme dont le savoir diffère de celui des autres mortels. Quand je le vis, cet après-midi-là, à St. James Hall, si absorbé par la musique, je pressentis qu'une terrible tempête allait s'abattre sur ceux à qui il se préparait à donner la chasse. « Vous souhaitez certainement retourner chez vous, docteur, me dit-il alors que nous sortions. Oui, ce serait préférable. Et j'ai des choses à faire qui me prendront quelques heures. Cette affaire de Coburg Square est très sérieuse. Pourquoi? Un crime majeur est en préparation. J'ai toute raison de croire que nous parviendrons à l'empêcher. Mais le fait que nous soyons aujourd'hui samedi complique un peu les choses. Je vais avoir besoin de vous ce soir. À quelle heure?
10 heures, ce sera assez tôt. Je serai à Baker Street à 10 heures. Très bien. Et je vous préviens, docteur, il y aura peut-être un peu de danger. Alors, ayez la gentillesse de glisser votre revolver d'ordonnance dans votre poche. Il me salua de la main, fit demi-tour et disparut instantanément au milieu de la foule. Je pense ne pas être plus bête qu'un autre, mais j'ai toujours eu un sens aigu de ma propre stupidité dans mes relations avec Sherlock Holmes. Dans le cas présent, j'avais entendu tout ce qu'il avait entendu, vu tout ce qu'il avait vu, et pourtant, à ses dires, il était clair qu'il avait non seulement compris ce qui s'était produit, mais aussi ce qui était sur le point de se produire, alors que toute cette affaire m'apparaissait toujours confuse et absurde. Dans le fiacre qui me ramenait à mon domicile de Kensington, je repensais à tous les aspects du problème, depuis l'extraordinaire histoire du copiste rouquin de l'Encyclopædia Britannica à cette visite à Saxe-Coburg Square, en passant par les mots inquiétants qu'il avait prononcés au moment où nous nous séparions. Que signifiait cette expédition nocturne, et pourquoi devais-je m'y rendre armé? Où allions-nous, et qu'allions-nous faire? Je savais par Holmes que l'assistant au visage lisse était un homme remarquable, un homme qui pouvait aller très loin. J'essayais d'y voir plus clair, mais abandonnais en désespoir de cause, et laissais le problème de côté jusqu'au soir, qui devait nous apporter une explication. Il était 9h15 lorsque je quittai mon domicile et me mis en chemin à travers Hyde Park, puis Oxford Street jusqu'à Baker Street. 2 fiacres attendaient à la porte, et alors que j'entrais dans le couloir, j'entendis des voix à l'étage. En entrant dans l'appartement, je trouvai Holmes en grande conversation avec 2 hommes. En l'un d'eux, je reconnus Peter Jones, représentant des forces de l'ordre, tandis que l'autre était un grand type mince au visage triste, avec un chapeau très voyant et une redingote formidablement guindée. « Ah, notre équipe est au complet, dit Holmes en boutonnant son caban, puis il prit son lourd stick de chasse sur le râtelier. Watson, je pense que vous connaissez Monsieur Jones de Scotland Yard. Laissez-moi vous présenter Monsieur Merryweather, qui nous accompagnera dans notre aventure de ce soir. Vous voyez, docteur, nous chassons de nouveau en duo, dit Jones de son air suffisant. Notre ami est remarquable lorsqu'il s'agit de poursuivre un gibier. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un vieux chien pour l'aider à suivre la trace. J'espère que ce ne sera pas une chasse en vain, observa Monsieur Merryweather d'un air sombre. Vous pouvez accorder la plus grande confiance à Monsieur Sherlock Holmes, monsieur, dit le policier avec hauteur. Il a ses propres petites méthodes qui sont, s'il me permet, un peu trop théoriques et fantastiques, mais il a l'étoffe d'un enquêteur. Il n'est pas exagéré de dire qu'en une ou deux occasions, comme dans cette affaire du meurtre de Sholto et du trésor d'Agra, il a été un peu plus proche de la vérité que la police officielle. Oh, si vous l'assurez, monsieur Jones, c'est très bien, dit l'étranger avec déférence. Pourtant, je dois avouer que mon bridge me manque. C'est le premier samedi en 27 ans que je manque ma partie de bridge. Je pense que vous allez vous apercevoir, dit Sherlock Holmes, que vous allez jouer ce soir pour un enjeu plus important que tous ceux que vous avez connus, et que la partie sera plus amusante. Pour vous, monsieur Merryweather, le gain sera d'environ 30 000 livres, et pour vous, Jones, ce sera celui sur qui vous souhaitez mettre la main. John Clay, meurtrier, voleur, cambrioleur et faussaire. C'est un homme jeune, monsieur Merryweather, mais il est au sommet de son art, et je préférerais lui passer les menottes à lui plutôt qu'à aucun autre criminel de Londres. Un homme remarquable que ce jeune John Clay. Son grand-père était un duc de sang royal, et lui-même a étudié à Eton et Oxford. Son cerveau est aussi habile que ses doigts, et bien qu'on trouve sa trace à tout bout de champ, nous ne savons jamais où il se trouve lui-même. Il va faire un fric-frac en Écosse une semaine, et la suivante il sera en Cornouailles à collecter de l'argent pour construire un orphelinat. Je suis sur sa piste depuis des années, et je n'ai encore jamais réussi à poser mon regard sur lui. J'espère avoir le plaisir de vous le présenter ce soir. J'ai également une ou deux petites histoires avec M. John Clay, et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est au sommet de son art. Mais il est 10 heures passées, et donc grand temps que nous nous mettions en route. Si vous prenez tous deux le premier fiacre, Watson et moi nous vous suivrons dans le second. Sherlock Holmes ne fut pas très communicatif durant le long trajet, et il resta allongé dans le fiacre à fredonner des airs qu'il avait entendus l'après-midi.
Nous roulâmes avec fracas à travers un labyrinthe sans fin de rues éclairées au gaz jusqu'à émerger dans Farrington Street. Nous ne sommes plus très loin maintenant, remarqua mon ami. Ce Merryweather est directeur d'une banque où il possède personnellement des parts. J'ai pensé qu'il était préférable d'avoir Jones avec nous. Ce n'est pas un mauvais bougre, bien qu'il soit un parfait imbécile dans son travail. Il a une qualité. Il est aussi courageux qu'un bulldog et aussi tenace qu'un homard lorsqu'il a fermé ses pinces sur quelqu'un. Nous y sommes, ils nous attendent. Nous étions parvenus dans la rue populeuse où nous nous trouvions le matin même. Nos fiacres avaient été renvoyés et, sous la conduite de M. Merryweather, nous descendîmes une ruelle étroite, puis une porte latérale qu'il ouvrit pour nous. À l'intérieur se trouvait un petit couloir qui se terminait par une grande porte en fer. Celle-ci fut ouverte également et elle menait à une volée de marches en pierre qui débouchait sur une autre énorme porte. M. Merryweather s'arrêta pour allumer une lanterne et nous conduisit le long d'un étroit passage sentant l'humidité, puis, après avoir ouvert une troisième porte, jusqu'à une grande cave emplie de caisses et de boîtes imposantes. Vous n'êtes pas très vulnérable par le haut, remarqua Holmes tout en levant la lanterne et en regardant autour de lui. Ni par le bas, dit M. Merryweather en frappant de sa canne les dalles qui recouvraient le sol. Quoi, mon Dieu, on dirait que ça sonne creux, constata-t-il en nous regardant avec surprise. Je vous demande sincèrement de vous tenir plus tranquille, dit Holmes froidement. Vous mettez en péril le succès de notre expédition. Puis-je vous demander d'avoir l'obligeance de vous asseoir sur l'une de ces boîtes et de ne pas intervenir? Le solennel M. Merryweather se cala sur une caisse, l'air profondément blessé, tandis que Holmes s'agenouillait sur le sol et, à l'aide de la lanterne et d'une loupe, se mettait à examiner attentivement les fissures entre les pierres. Quelques secondes lui suffirent car il se redressa sur ses pieds et mit la loupe dans sa poche. Nous avons au moins 1 heure devant nous, fit-il remarquer, car ils peuvent difficilement faire quoi que ce soit avant que l'aimable prêteur sur gage soit bien couché. Ensuite, ils ne perdront pas 1 minute, car plus ils finiront tôt le travail, et plus ils auront le temps pour s'échapper. Nous sommes à présent, Watson, comme vous l'avez sans doute deviné, dans la cave de la succursale pour la City de l'une des principales banques londoniennes. M. Merryweather en est le président du conseil d'administration, et il va nous expliquer pourquoi les plus audacieux criminels de Londres devraient en ce moment s'intéresser de près à cette cave. C'est notre or français, chuchota le directeur. Nous avons été avertis plusieurs fois qu'un coup pourrait être tenté. Votre or français? Oui, nous avons eu la possibilité, il y a quelques mois, de renforcer notre capital, et nous avons pour ce faire emprunté 30 000 Napoléons à la Banque de France. Le bruit a commencé à circuler que nous n'avions pas encore déballé l'argent et qu'il était toujours dans notre cave. La caisse sur laquelle je suis assis contient 2000 Napoléons serrés dans des feuilles de plomb. Notre réserve de lingots est actuellement beaucoup plus importante qu'elle ne l'est usuellement pour une succursale, et les directeurs s'inquiétaient à ce sujet. Ce qui est tout à fait justifié, observa Holmes. Et maintenant, il est temps que nous établissions notre petit plan. Je m'attends à ce que les choses se dénouent d'ici 1 heure. Entre-temps, M. Merryweather, il nous faut masquer la flamme de cette lanterne. Et rester assis dans le noir? J'en ai peur. J'ai un jeu de cartes dans ma poche, et je pensais que, puisque nous sommes 4, vous auriez pu avoir votre bridge après tout. Mais je constate que les préparatifs de l'ennemi sont si avancés que nous ne pouvons prendre le risque de laisser une lumière. En premier lieu, nous devons choisir nos positions. Ce sont des hommes audacieux et, bien que nous les attaquions en position de faiblesse, ils peuvent nous nuire à moins que nous ne restions prudents. Je me tiendrai derrière cette caisse, et vous, cachez-vous derrière celle-ci. Puis, quand je les éclairerai, resserrez vite le filet. S'ils font feu, Watson, n'ayez aucun scrupule à les abattre. Je mis mon revolver armé sur la caisse en bois derrière laquelle j'étais tapi. Holmes tira le volet sur le devant de la lanterne et nous laissa dans une obscurité totale, une obscurité comme j'en avais jamais connue. Seule l'odeur du métal chaud nous rappelait que la lumière était toujours là, prête à jaillir à tout moment. Les nerfs au comble de l'impatience, je trouvais que cette obscurité soudaine et l'atmosphère froide et humide de la chambre forte avaient quelque chose de déprimant et sédatif. Ils n'ont qu'une seule solution de repli, murmura Holmes, c'est de retourner par la maison jusqu'à Saxe-Coburg Square. J'espère que vous avez fait ce que je vous ai demandé, Jones. Un inspecteur et 2 agents attendent à la porte de devant.
Alors nous avons bouché tous les trous, et maintenant nous devons rester silencieux et attendre. Comme le temps nous sembla long, en comparant nos notes par la suite, je vis que cela ne dura qu'1 heure et quart, et pourtant il m'apparut que la nuit devait pratiquement être terminée et que l'aurore perçait au-dessus de nous. Mes membres étaient lasses et raides, car j'avais peur de changer de position, bien que mes nerfs fussent au comble de la tension. Mon ouïe était si fine que, non seulement je pouvais entendre le souffle discret de mes compagnons, mais je parvenais aussi à faire la distinction entre la respiration plus profonde et plus lourde de Jones et la note plus ténue, plus plaintive du directeur de la banque. D'où je me trouvais, je pouvais voir le sol par-dessus la caisse. Soudain, mon regard fut attiré par un ray de lumière. Ce ne fut d'abord qu'une lueur blafarde sur le sol de pierre. Puis elle s'allongea jusqu'à former une ligne jaune, et, sans plus de bruit ni de préavis, il sembla qu'une faille s'ouvrait. Une main apparut, une main blanche, presque féminine, qui se mit à tâtonner au centre de la petite flaque de lumière. Durant 1 minute ou plus, la main, avec ses doigts noueux, progressa sur le sol, puis elle se retira aussi soudainement qu'elle était apparue, et ce fut de nouveau l'obscurité, en dehors de la lueur blafarde qui signalait la fente entre les pierres. Sa disparition cependant ne fut que momentanée. Avec un bruit de déchirement, l'une des larges pierres blanches pivota sur le côté et laissa un trou carré et béant par lequel passait l'éclat d'une lanterne. Par-dessus le rebord pointa un visage bien rasé, juvénile, qui regarda attentivement autour de lui. Puis, une main posée de chaque côté de l'ouverture, l'homme se hissa jusqu'aux épaules, puis jusqu'à la taille, jusqu'à ce que l'un de ses genoux reposât sur le rebord. L'instant d'après, il se tenait debout à côté du trou et hissait un complice aussi agile et petit que lui, le visage pâle et une tignasse de cheveux très roux. « Tout va bien, chuchota-t-il. Tu as le burin et les sacs ? Grand Dieu, barre-toi, Archie, barre-toi. Moi je vais être pendu. » Sherlock Holmes avait jailli et attrapé l'intrus par le collet. L'autre plongea dans le trou et j'entendis un bruit de vêtements déchirés car Jones s'était agrippé à ses basques. La lumière éclaira furtivement le barillet d'un revolver, mais le stick de chasse de Holmes s'abattit sur le poignet de l'homme et le pistolet tomba avec fracas sur le sol en pierre. « Ce n'est pas la peine, John Clay, vous n'avez aucune chance. »« C'est ce que je vois, répondit l'autre avec la plus extrême décontraction. Je pense que mon copain est hors d'affaire. Je vois que vous tenez un pan de son manteau. » « 3 hommes l'attendent à la porte, dit Holmes. Oh, c'est vrai, vous n'avez manifestement rien oublié, je dois vous féliciter. Et moi de même, répondit Holmes. Cette idée de rouquin était tout à fait originale et efficace. Vous allez revoir votre copain d'ici peu, dit Jones. Il est plus rapide que moi pour se faufiler dans un trou. Tendez les mains pour que je vous passe les menottes. Je vous prie de ne pas me toucher avec vos mains sales, déclara notre prisonnier au moment où les menottes se refermaient sur ses poignets. Vous ne savez peut-être pas que j'ai du sang royal dans les veines. Ayez également la bonté, lorsque vous vous adressez à moi, de toujours m'appeler monsieur et de dire s'il vous plaît. D'accord, dit Jones, qui le regarda fixement et pouffa de rire. Bien, voudriez-vous, monsieur, monter ces marches pour que nous puissions trouver un fiacre et emmener votre Altesse au poste de police? Voilà qui est mieux, dit John Clay d'un ton serein. Il nous tira sa révérence et partit tranquillement sous la garde de l'inspecteur. Vraiment, monsieur Holmes, dit monsieur Merryweather, alors que nous leur emboîtions le pas depuis la cave, je ne vois pas comment la banque peut vous remercier ou vous récompenser. Vous avez découvert et déjoué de la plus belle manière l'un des braquages de la banque les plus hardis qu'il m'ait été donné de connaître. J'avais une ou deux petites dettes à régler avec monsieur John Clay, dit Holmes. J'ai eu quelques dépenses à effectuer en relation avec la présente affaire, dont la banque me remboursera, je l'espère. Mais je suis de toute façon largement dédommagé par cette aventure en tout point unique et par cette très remarquable histoire de Ligue des rouquins. Voyez-vous, Watson, commença-t-il alors que nous étions assis au cœur de la nuit à boire un whisky-soda dans le salon de Baker Street, il était évident depuis le début que le seul objet possible de cette histoire assez incroyable de petite annonce pour la Ligue et de copie de l'encyclopédia était d'éloigner quelques heures par jour ce prêteur sur gage qui ne brille pas par son intelligence. Curieuse façon de le faire, mais il serait difficile d'en trouver une meilleure. C'est certainement la couleur de cheveux de son complice qui en fournit l'idée à l'esprit ingénieux de Clay. Les 4 livres par semaine étaient un leurre pour l'attirer, et qu'était-ce pour eux qui pariaient sur des milliers? Ils firent passer l'annonce. L'un de ces voyous occupe le bureau provisoire,
L'autre incite l'homme à se présenter, et ensemble ils s'arrangent pour être sûrs qu'il s'absente le matin durant la semaine. Dès l'instant où j'ai entendu que l'assistant travaillait pour la moitié du salaire, il était évident qu'il avait de très bonnes raisons de vouloir cette situation. Mais comment avez-vous pu en deviner la raison? S'il y avait eu des dames dans la maison, j'aurais suspecté une vulgaire intrigue amoureuse. Cela n'était pas le cas. C'est une petite entreprise modeste, et rien dans cette maison ne pouvait justifier de tels préparatifs et de telles dépenses. Cela devait donc être quelque chose qui se trouvait hors de cette maison. Que cela pouvait-il être? Je repensais à la passion de l'assistant pour la photographie et à son habitude de disparaître à la cave. La cave. C'était la fin de cet inextricable mystère. Alors j'enquêtai sur le mystérieux assistant et m'aperçus que j'avais affaire à l'un des criminels de Londres les plus endurcis et les plus audacieux. Il faisait quelque chose dans cette cave, quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour durant des mois. De quoi s'agissait-il à la fin? Rien d'autre ne me vint à l'esprit qu'un tunnel conduisant jusqu'à un autre bâtiment. J'en étais arrivé là lorsque nous allâmes visiter les lieux. Je vous ai surpris en frappant sur le sol avec ma canne. Je voulais savoir si la cave s'étendait sur le devant ou l'arrière. Ce n'était pas sur le devant. Puis j'ai sonné à la porte, et comme je l'espérais, l'assistant est venu ouvrir. Nous avons eu des démêlés, mais nous n'avions jamais posé le regard l'un sur l'autre. J'ai à peine regardé son visage. Ses genoux étaient comme je m'attendais à les trouver. Vous devez vous-même avoir remarqué combien ils étaient usés, fripés et sales. Ils disaient bien les heures passées à creuser. Le seul point qui restait à élucider était ce pourquoi ils creusaient. Je me rendis au coin de la rue, et lorsque je vis que la City and Suburban Bank était adossée aux locaux de notre ami, j'ai compris que j'avais résolu le problème. Alors que vous rentriez chez vous après le concert, je suis allé trouver Scotland Yard, puis le président du conseil d'administration de la banque, avec le résultat que vous connaissez. Et comment avez-vous pu deviner qu'ils allaient commettre leur tentative cette nuit? Le fait qu'ils aient fermé les bureaux de la Ligue indiquait qu'ils n'avaient plus besoin de s'inquiéter de la présence de M. Jabez Wilson. Autrement dit, ils avaient achevé le tunnel. Mais il était indispensable de s'en servir au plus vite, car il pouvait être découvert, et les lingots risquaient d'être déplacés. Samedi était le jour idéal, car cela leur donnerait 2 jours pour fuir. Pour toutes ces raisons, je m'attendais à ce qu'ils viennent cette nuit. Vous avez merveilleusement résolu le problème, m'exclamai-je sans cacher mon admiration. La chaîne est très longue et pourtant chaque maillon est bien à sa place. Cela m'a sauvé de l'ennui, répondit-il en bâillant. Hélas, je le sens qui referme son étau sur moi. Ma vie n'est qu'un long effort pour échapper à la routine de l'existence. Ces petits problèmes m'y aident. Et vous êtes un bienfaiteur du genre humain, dis-je. Il haussa les épaules. Oui, peut-être est-ce après tout de quelque utilité, remarqua-t-il. L'homme n'est rien, c'est l'œuvre qui est tout, comme Gustave Flaubert l'a écrit à George Sand.